Shalom Ouvracha. Vous allez bien? Ça va, tout le monde va bien? Ça va vos maris? Ils vont bien, Baruch Hashem? Bon, alors si je résume, vous allez bien, Baruch Hashem. Vos maris vont bien, Baruch Hashem. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas grave, on va parler de Hanouka aujourd'hui. Et puis, Hanouka, ça tombe le 25 qui se lève. Non, je plaisante. Je ne vous ai pas fait déplacer depuis Ramat Sharet pour vous parler de Hanouka. On va parler, Bezrat Hashem, de Shlom Bayit. Et comme vous devez le savoir, c'est un sujet qu'on peut toujours parfaire. Baruch Hashem, j'imagine que ça se passe très bien chez vous, et ça se passe très bien chez moi, ça se passe très bien chez tout le monde. Mais il y a toujours de quoi avancer, il y a toujours de quoi progresser. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on peut dire qu'il n'y a pas de limite, malheureusement dans le côté négatif, mais aussi dans le côté positif, c'est dans le Shlom Bayit. On peut toujours en faire davantage, on peut toujours se connecter davantage à son conjoint. Et même à propos de Avraham Avinu, il est écrit dans les textes que les anges, quand ils sont venus voir Avraham Avinu, ils lui ont dit « Elle est où ta femme ?» Avraham, il a dit « Elle est dans la tente, avec fierté. Ma femme, elle est pudique. » Et Chachamim, ils disent « Pourquoi ils ont eu besoin de lui poser la question, comme s'ils ne savaient pas ?» Et la Gemara, elle dit explicitement que c'était pour qu'elle soit encore plus chère aux yeux de son mari. Donc Avraham et Sarah, vous imaginez, ça devait être le couple fantastique, formidable. Et bien même ce couple-là, il fallait malgré tout encore un petit peu les renforcer en Shlom Bayit. Donc évidemment, on peut tous, Bezrat Hashem, se parfaire. Et on va essayer justement donc de parler un petit peu de tout ça. Juste quand je parle de parfaire, parfois je suis un peu inquiet. Parce qu'une fois, quelqu'un qui m'a appelé aux urgences, en urgence plus précisément, il me dit s'il vous plaît, vous devez m'aider parce que la situation, elle est catastrophique. Je lui dis d'accord, j'ai essayé de lui aménager un peu de temps dans mon planning qui était déjà assez chargé. Il vient à la maison, je lui dis, avec une demi-heure de retard évidemment, sans s'excuser évidemment, je lui dis comment ça va? Il me dit Bra Hashem, Bra Hashem. Je lui dis ouais, t'es sûr? Ouais, alhamdoulilah. Rien que je l'ai entendu comme ça, j'ai compris que sa femme, elle devait avoir un peu de mal avec lui. Et je lui dis bon, si tu vas bien, tout va bien, Kol Beseder, pourquoi tu es venu me voir? Pourquoi tu m'appelles comme ça de façon urgente? Il me dit je vais vous dire, moi non plus, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je vais vous dire la vérité. Et ça, c'est la réponse que environ 10 hommes sur 10 donnent. Environ, il ne faut pas me prendre au 100 numéros près. Environ 10 hommes sur 10 répondent dans ce genre de cas. Tout va bien, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ma femme, elle voulait absolument que je vienne ici. D'Afka, ma femme, elle est très gentille, elle m'a laissé le choix. Elle m'a dit, c'est ou tu vas chez le Rav, ou je demande le guet. Elle est gentille, elle m'a laissé le choix. Et puis depuis le moment où elle m'a dit ça, elle me guette pour voir si vraiment je vais aller. Et elle me dit, et donc il me dit, voilà, donc je suis venu pour ça. Je lui dis, et qu'est-ce que ta femme, elle aimerait que tu comment on dit? Parfasses. Qu'est-ce que ta femme, elle veut que tu parfasses? J'espère que ce n'est pas une erreur, sinon c'est votre faute. Qu'est-ce que ta femme, elle veut que tu parfasses? Alors, il me dit, ouais, là, comme ça, elle veut par exemple tous les jours, pendant la pause déjeuner, que je lui téléphone. Elle veut que j'arrête de me moquer d'elle, que j'arrête de l'insulter, que j'arrête de rentrer à 4 h du matin, bourré tous les jours, et que j'arrête de la tabasser. Je lui dis donc, à part ça, tout va bien, hein, à part ça, tout va bien. Il m'a dit oui. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai envoyé chez ma mère. Ma mère, elle ne s'occupe pas de Shlom Bayit, hein. Elle est psychiatre. J'ai dû l'envoyer chez ma mère. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours des choses à arranger, et parfois il y a des cas qui sont un peu plus embêtants. Et on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de réfléchir, de donner des conseils comment faire, et les prochains cours, pour que les choses puissent, Bezrat Hashem, bien avancer. Alors d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. On commence maintenant l'introduction. Jusque-là, c'était le préambule. Maintenant, introduction. L'introduction est la suivante. Vous êtes venu ici pour écouter ce que j'ai à vous dire à ce sujet-là. Moi aussi, peut-être, je suis venu pour écouter ce que vous avez à dire. Si vous avez des choses à dire, avec plaisir. Sachez que vous n'allez pas entendre le discours classique qu'on entend d'habitude, du genre, même quand ça ne va pas, ça va. Du genre, même si vous vous faites écraser, écrabouiller, moins ça va ici, mieux ça ira dans le Olam Haba. Du genre, vous savez, votre mari, c'est votre tikkun. C'est le problème, c'est que tikkun chatzot. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on est en train et qu'on va essayer de dire aujourd'hui, Bezrat Hashem. On va essayer d'expliquer
comment une femme peut honorer son mari, comment elle va devoir être honorée et faire en sorte de pouvoir être honorée. Bon, on commence depuis le début alors. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer comment faire pour honorer et pour être honoré et pour que les choses se passent bien. Un jour, il y avait un homme qui était un athée, il croyait en rien. Et on l'a interrogé, on lui a demandé, dis-moi, tu crois à la vie après la mort? Alors lui, même pendant la vie, il ne croyait pas à Dieu, alors à la vie après la mort. Et puis il commence à réfléchir, il dit, ouais, pendant longtemps, je n'y ai pas cru. Mais finalement, j'ai fini par y croire. C'était après le décès de ma belle-mère. Les Maaseh, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre que même avec une belle-mère, encore en vie, on peut être heureux, on peut être joyeux, on peut être vivant, et on peut, Bezrat Hashem, avancer. Alors, le premier point que je dois vous dire, et je suis désolé, c'est le point le moins agréable, et c'est le point que je me sens obligé de vous dire, vu l'expérience que j'ai accumulée. Et après ça, Bezrat Hashem, on parlera que de choses joyeuses, mais ce point-là, je suis obligé de vous le dire. On a constaté ces derniers temps qu'il y avait un concept qui existait, et qui était malheureusement fréquent, plus que ce qu'on aurait espéré. Et c'est un concept qui est un concept psychologique. Ça veut dire que quand on parle de Shlom Bayit, il y a beaucoup de choses à faire dans le Shlom Bayit pour augmenter, pour intensifier. Mais quelquefois, il y a des choses qui empêchent le Shlom Bayit. Il peut y avoir parfois des graves problèmes psychologiques, psychiatriques, psychanalyse, ce que vous voulez, qui peuvent empêcher le Shlom Bayit. Et l'un des points qui existent, c'est pas pour vous, Chas v'Shalom, juste que vous sachiez au moins le concept. Il y a un concept qui s'appelle la manipulation. Il y a des hommes, il y a aussi parfois des femmes qui le sont au passage, mais la plupart du temps, c'est des hommes qui sont des manipulateurs. Et quand je dis manipulateurs, ça veut dire que c'est des hommes qui ne permettent pas à leur femme de sortir sans vraiment qu'ils sachent exactement où elle est, comment elle est, quand elle est. C'est des gens qui vont faire en sorte d'enregistrer les discussions téléphoniques de leur femme pour être sûr avec qui elles parlent, qu'est-ce qu'elles font, comment elles font. C'est des gens qui vont donner sans arrêt l'impression à leur femme que c'est elle la responsable et que eux, Chas v'Shalom, tout va bien avec eux. Mais je parle de façon exagérée. Que les hommes ils pensent toujours qu'ils ont raison, c'est normal. En tout cas, c'est comme ça. Mais de façon exagérée. Et ça en arrive à des situations dans lesquelles la femme, il y a des choses qu'elle aurait aimé ne pas faire, qui sont contre ses véritables intentions, contre sa véritable volonté, et qu'elle va quand même faire parce qu'elle est manipulée. J'ai connu des femmes, des élèves, qui elles en allaient jusqu'à, alors que c'était des filles de tzadikot, que je connaissais personnellement, de tzadikot, ça leur arrivait parfois d'avoir une relation avec leur mari alors qu'elles étaient nida, Shem Yirachem Hashem Yishmor, parce que le mari la manipulait tellement à ce moment-là que voilà, c'est ou ça, ou... Et elle rentrait dans le jeu. Après, elle regrettait beaucoup. Donc ça, c'est un concept qui malheureusement existe. Quand vous ferez des shidduchim pour vos enfants, il faut essayer, Bezrat Hashem, de bien vérifier. Et pourquoi je vous le dis? Je vous le dis pour une raison très simple. C'est que très souvent, les femmes, elles s'aperçoivent de cela que 20 ans après le mariage, que 25 ans après, quand c'est déjà un peu tard. Donc être conscient du problème, ça permet de résoudre pas mal de choses. Quand on est au courant du problème, d'abord, on peut aller voir un psychologue et essayer de se faire aider. Ensuite, il y a des conseils qu'on peut donner à ces femmes-là. D'accord? Il y a des conseils qu'on peut donner à ces femmes-là, non pas pour que sa vie, ça soit la vie la plus agréable du monde, mais pour faire face. Pour réussir à être suffisamment rigide face à son mari, pour ne pas se faire faire. Parce que quand elle se laisse faire par son mari, ça peut aller très 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 loin. Donc ça, c'était juste un point d'introduction que je vous dis pour que vous compreniez. Il y a un concept qui est Shlom Bayit. Il y a un concept qui est parfois grave problème psychologique. Et quand on s'occupe de couple, Baruch Hashem, on arrive bien à les aider. Mais quand parfois il y a des problèmes graves psychologiques, on peut faire tout ce qu'on veut, enseigner tous les cours qu'on veut, essayer de mettre en pratique tout ce qu'on veut. Il y a un moment où ça commence à bugger. Maintenant, pour détendre un petit peu l'atmosphère, je pense qu'on peut dire à 100% que si vous êtes là ce soir, c'est que vos maris, ce n'est pas des manipulateurs. Donc ça vous rassure peut-être. Par contre, si vous avez laissé tous les enfants à vos maris et qu'ils ont accepté, peut-être c'est vous les manipulatrices. Non, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom. J'ai rien dit. D'accord, voilà, ça c'était le point un petit peu grave que je voulais dire en introduction. Promis, maintenant, on ne parle plus de ça. Dorénavant, on a le droit de rigoler, on n'a pas le droit de pleurer. Ils sont les mouchoirs? D'accord, non, au cas où vous rigolez jusqu'aux larmes.
Mais sinon, on n'a pas le droit de pleurer. On est Bezrat Hashem le plus positif possible. J'aimerais maintenant vous parler, Bezrat Hashem, d'une deuxième introduction. Les cours qu'on va donner, Bezrat Hashem, dans cette série de 8 cours, c'est des cours qui s'adressent aux femmes. J'imagine que vous avez remarqué. D'accord? Ouais? On est entre femmes, ça va. C'est des cours pour femmes. Quand je dis que c'est des cours pour femmes, ça veut dire que je vais m'adresser à des femmes. Ça veut dire que je vais vous dire ce que vous, en tant que femme, vous avez besoin de savoir. Quand on donne quelquefois des cours mixtes, alors on peut quelquefois s'adresser aux hommes, quelquefois s'adresser aux femmes. Quand on fait des blagues sur les hommes, de ce côté-là, ça s'éclate de rire. Quand on fait des blagues sur les femmes, là-bas, ça s'éclate de rire. Les hommes, ils rient toujours un peu moins que les femmes. Et quand on veut que ce soit uniforme, on fait des blagues sur les belles-mères. Ça marche toujours. Maintenant, moi, je vais m'adresser maintenant aux femmes. Ça veut dire, je ne vais pas commencer à vous dire qu'est-ce que les hommes ils doivent vous faire, qu'est-ce qu'ils doivent vous donner, qu'est-ce qu'ils doivent... Évidemment qu'on va pouvoir en parler un petit peu, mais ce n'est pas ça le but maintenant. Le but, Bezrat Hashem, dans notre cours, c'est de dire qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme doit faire, comment elle doit réagir et qu'est-ce qui se passe exactement. Si vous me demandez pourquoi on n'a pas décidé de faire un cours mixte, bon, Baruch Hashem, les on est déjà comme ça bien serré, on a Baruch Hashem. Mais en dehors de ça, il y a des études scientifiques qui ont montré et qui ont prouvé qu'en Israël, quand on organise des cours de Shlom Bayit mixtes, sur 99 femmes, du côté des femmes, il y a un homme. C'est le conférencier en général. Les hommes, ils ne viennent pas au cours de Shlom Bayit, c'est souvent les femmes. Les femmes, elles aiment beaucoup, elles aiment se remettre en question, elles aiment venir. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un cours pour les femmes. Si les hommes, ils veulent un jour qu'on leur fasse un cours, Bezrat Hashem, pour entendre ce qu'eux, ils ont à entendre, ça sera possible et ça sera faisable. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Je parlais autrefois à quelqu'un, je lui disais, tu sais, on fait un cours de Shlom Bayit. Je dis, mais on a bien précisé, c'est un cours de Shlom Bayit pour les femmes. Alors, il me dit, ça va, c'est pas la peine de préciser. Je dis, si, imagine maintenant, il y a un homme qui arrive. Une fois, j'avais fait Ilchot Shabbat, j'avais écrit en grand pour les femmes, il y a un homme qui est arrivé. Je dis, si tu ne sais pas lire, comment tu vas comprendre Ilchot Shabbat? Donc, il me dit, c'est un pléonasme. Vous savez, c'est quoi un pléonasme? Pléonasme, alors, je lui ai dit, c'est quoi un pléonasme? Il était avec ses lunettes comme ça. Il m'a dit, pléonasme, c'est un mot en français. Quand tu lis la même chose 2 fois, par exemple, tu montes en haut, tu descends en bas. Tu manges de la nourriture, ou par exemple, femme de ménage. Sa femme était à côté, elle lui a mis un coup de poing dans le nez, il avait du sang partout, et là je l'ai regardé, je lui ai dit, ça, c'est une plaie au nez. On va, Bezrat Hashem, alors essayer d'expliquer maintenant qu'est-ce qu'on doit dire aux femmes et comment ça doit fonctionner. Qu'est-ce que Shlom Bayit? Et je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est quoi nos attentes? Parce que quand on veut accéder à quelque chose, si on ne sait pas ce qu'on attend, eh bien on pourra toujours attendre. Donc il faut savoir c'est quoi Shlom Bayit. Qu'est-ce que Shlom Bayit? Quand on va voir des enfants, on va poser la question à un petit garçon. Le pauvre malheureux, ses parents, ils passent leur temps à se disputer. Et il est traumatisé. Demande-lui, c'est quoi pour toi Shlom Bayit? Pour moi, Shlom Bayit, c'est quand ça arrive que papa et maman, ils arrêtent de se crier dessus. C'est une définition. Il y en a qui sont encore plus traumatisés. Tu as dit, c'est quoi pour toi Shlom Bayit? Il dit, c'est le jour où papa et maman ils se quitteront. Il est traumatisé, le pauvre. Il n'a même plus d'espoir. Tu vas voir une fille, il y en avait une comme ça, je lui ai dit, toi, tu penses que c'est quoi pour toi Shlom Bayit? Elle dit, c'est quand papa et maman ils se disputent. Pour savoir qui est-ce qui va faire la vaisselle et l'autre va se reposer. Mon père, il dit, c'est moi qui fais la vaisselle, toi tu te reposes. Ma mère, elle dit, non, moi je fais la vaisselle, toi tu te reposes. Cette fille, elle s'appelait Alice. Elle habitait dans une ville, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était au pays des merveilles. En arabe, on appelle ça Chalom Tov, Chalom Shalom. Mais c'est possible et c'est faisable. Maintenant, le problème que des enfants ils pensent comme ça, c'est normal. Le problème, c'est que souvent les adultes ils pensent comme ça. Quand on interroge des adultes, ça va ton Shlom Bayit? Ouais, ça va, on ne se casse pas trop la tête les uns les autres, on ne se déchire pas, ça va, ça peut aller. Pour beaucoup de gens, Shalom Bayit, c'est non pas une dimension à accéder, le Shalom, mais c'est juste ne pas se battre, ne pas être en guerre. Genre, quand il y a le cessez-le-feu, il y a des gens qui appellent ça le Shalom Bayit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à ça qu'on fait allusion quand on parle de Shlom Bayit?
Par exemple, ce soir, vous êtes arrivé, il y a Madame Fedida qui vous a accepté, pas accepté, qui vous a accueilli avec le sourire. Oui? Comment vous appelez, vous m'avez dit? Madame comment? Benita Benchitrit. Benchitrit, maman? Vous connaissez, oui. D'accord. Donc Madame Benchitrit, elle est arrivée, et il y a Madame Fedida qui l'a accueillie avec un grand sourire. Shalom! Alors, quand elle vous a dit shalom, ça voulait dire, je t'en supplie, Madame Benita Benchitrit, viens, on se déchire pas ce soir. Vous êtes d'accord que c'est pas vrai? C'est pas vrai. Alors c'est quoi shalom? Shalom, ça veut dire on va pas se déchirer, c'est pas ça. Or c'est quoi le shalom bayit? Le shalom bayit, c'est une dimension à laquelle on doit accéder et dans laquelle on s'entend bien les uns les autres et dans lesquelles on se préoccupe l'un de l'autre. Et ça, c'est un grand problème qui se pose dans beaucoup de couples et j'espère ce soir qu'on aura le temps de discuter de ça. Les femmes, elles ont toujours une grande attente. C'est quoi leur attente? C'est que le mari, il veuille être à la maison, et qu'il veuille discuter avec elle, et qu'il veuille passer du temps avec elle, et qu'il veuille... Et très souvent, les femmes, elles constatent que les maris ont tendance à fuir la maison. Elles ne comprennent pas. Il y a des femmes qui viennent me voir, pourquoi mon mari sans arrêt fuit la maison? Et moi j'ai envie de lui dire, ben, c'est à toi qu'il faut poser la question. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer ça veut dire quoi, c'est à toi qu'il faut poser la question, et comment faire pour réussir à atteindre un niveau dans lequel l'homme, il est heureux de rentrer à la maison, la femme, elle est heureuse qu'il soit là, et tout se passe bien. Donc, on a un concept qui s'appelle le shlom bayit. Si on veut essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi shlom bayit, c'est si je demande à une femme, est-ce que tu es heureuse avec ton mari? Et qu'elle me répond, oui, je crois que mon mari est heureux avec moi. Ça veut dire qu'on vit dans une atmosphère souvent, dans une perspective dans laquelle moi je m'occupe de moi, il faut que je sauve ma peau, il faut que je me préoccupe de moi. Et l'autre, il vit aussi dans ce même état d'esprit. Et du coup, sans arrêt, il y a des égos qui se confrontent l'un à l'autre, et finalement, on n'avance pas. Le shalom bayit, et la vraie définition du shalom bayit, c'est à partir du moment où toi, tu commences à te demander comment je vais rendre mon mari plus heureux, comment je vais pouvoir l'aider à devenir meilleur, comment je vais pouvoir faire sa volonté. Et Zei Shakshera, Aosar et Tson Baala, ça veut dire une femme qui commence un petit peu à changer de perspective. Au lieu de penser qu'à elle, elle pense aussi à son mari. Pour prendre un exemple, le premier Shabbat après le mariage, si vous vous rappelez, la dame, elle dit à son mari, chérie, on fait quoi à manger pour Shabbat? Alors le mari, il dit, bah, fais ce que tu veux. Alors elle dit, mais non, moi je veux ce que toi tu veux. Et lui dit, mais ça tombe bien, parce que moi aussi je veux ce que toi tu veux, que moi je veux. Et elle dit, d'accord, donc si je comprends bien, on en est à 5. Moi je veux ce que toi tu veux, ce que moi je veux, ce que toi tu veux, ce que moi je veux. C'est mimi ton plat, hein, c'est mignon. Mignon comment ça se passe, hein? Non? Il n'y a que moi que c'était comme ça chez moi? Vous vous identifiez pas? Non. Eh ben, quelle lourdeur, c'est lourd comme ça, tu veux ce que je veux, tu veux. Mais c'est ça le shlom bayit. Le shlom bayit, c'est dans le cas, c'est dans la mesure où tu commences à t'intéresser à l'autre, et l'autre il s'intéresse à toi, et chacun veut vraiment ce que l'autre veut. Au bout de 10 ans de mariage, on fait quoi à manger Shabbat? T'as pas compris, je suis thune, on fait une pkaïla. Non, pkaïla, il faut aller jusqu'au magasin, acheter les trucs, il faut vérifier les épinards, il faut... Alors, je sais pas, fais un couscous marocain. Non, les enfants, ils n'aiment pas, personne ne va manger. Alors, je sais pas, tu veux faire les aubergines, là, fais des aubergines. Ouais, toujours tu me donnes ce qui demande du travail, ce qui demande plein de travail, c'est difficile. Mais, alors, pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me demandes? Ça a changé, hein, entre le premier jour et après 10 ans de mariage. Et c'est ce que quelqu'un disait, c'est quoi la différence entre une fée et une sorcière? Quelques années de mariage. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre comment chacun doit se comporter vis-à-vis de l'autre pour que ça puisse, Bezrat Hashem, bien avancer. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire un point qui me semble être urgentissime. Il y a un livre qui a apparu, il a aussi été traduit en français et dans toutes les langues, je pense. Un livre de Shalom Bayit. Ce livre-là, ben, celles qui l'ont lu, elles sauront de qui je parle, mais c'est pas grave, c'est pas du Lashon Hara, c'est du Lashon Hatov. Dans ce livre-là, il y a un livre pour les hommes, un livre pour les femmes. Dans le livre pour les hommes, il y a écrit quoi? Les femmes n'ont pas le droit de lire,
Et dans le livre pour les femmes, il y a écrit « Les hommes n'ont pas le droit de lire ». Donc déjà, la plus grande erreur de tactique, quand tu écris « Les femmes n'ont pas le droit de lire », elles vont toutes lire. Et vice-versa. D'accord, mais c'est bien. Alors attends. Alors dans ce livre, ce qui se passe, c'est que, bon, moi, je suis obéissant, je n'ai pas lu celui des femmes. Celui des hommes, je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai juste regardé rapidement. Là-bas, il te dit, le Rav, écoutez bien, le Shlom Bayit, c'est pas compliqué. Donc moi, je vous dis ce qu'il y a à l'homme, d'accord? J'espère que j'ai le droit. Moi, je vous dis ce qu'il y a à l'homme. Il dit, regarde, tous les problèmes, c'est toi. Toi, tu es l'origine de tous les problèmes. Ta femme, c'est qu'un miroir. Donc quand tu regardes ta femme et que tu te vois dans le reflet de ses yeux, en fait, c'est toi que tu vois. Et quand ta femme, elle crie, en fait, c'est toi qui dois te remettre en question. Et quand? Et d'ailleurs, il paraît que sa chita pour s'occuper des couples, c'est de recevoir que l'homme. Il dit, je m'occupe de l'homme, puisque tous les problèmes, c'est l'homme. Ça m'intéresse ce qu'il dit aux femmes, mais je ne sais pas. Tous les problèmes, c'est les hommes. Donc voilà, on s'occupe de l'homme, et puis tout peut se résoudre de cette façon-là. Et dans son livre, la grande méthode, le grand conseil qu'il donne, c'est surtout ne fais jamais de reproches. À quoi ça sert faire des reproches? Le problème, c'est toi. Après, tu vas faire des reproches à l'autre. Tu veux faire des reproches, fais-toi des reproches à toi. Jamais de reproches. Jamais tu dis que tu n'aimes pas ce que ta femme elle a préparé, ce que l'autre a fait, et compagnie. Maintenant, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas du tout les idées auxquelles on a été habitué, avec lesquelles on a été formé. C'est pas du tout ça. Et moi, je pense personnellement que c'est pas une bonne façon de faire. Capara. Un jour, ça va, il marche? Ouais. Un jour, il y a un élève très proche qui m'a posé la question. Il m'a dit, écoutez, qu'est-ce que vous pensez du livre de Rav Intel? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que je pense? Moi, personnellement, je ne le conseille pas énormément, parce que, et je lui explique. Je lui dis, regarde, on te dit, tais-toi. Maintenant, toi, tu es un être humain, donc tu te tais, mais tu commences à bouillonner à l'intérieur. Tu bouillonnes. Et puis à un moment donné, tu risques d'exploser. C'est pas dommage. Mais en dehors de ça, elle fait de la macédoine tous les repas de Shabbat. Lui, depuis Lucien de Hirsch, la macédoine, il la supporte pas. Maintenant, il ne faut pas dire que tu n'aimes pas la macédoine. Il faut dire, la macédoine de Lucien de Hirsch, je ne l'aimais pas, mais la tienne, papa. Lui, il va souffrir, elle va souffrir, lui, il va vomir tous les jours. Pourquoi? C'est dommage. Pourquoi tu ne peux pas parler? Je lui ai dit tout ça à cet élève. Et là, cet élève-là, il a confirmé ce que j'ai dit. Et il m'a dit, je vais te dire pourquoi je t'ai posé la question. Il dit, moi, j'ai acheté ce livre. Il y a quelques mois, quelqu'un le vendait, il tapait aux portes et il le vendait. C'est avec tout ça, vous n'avez pas compris c'est quoi le livre, c'est que... Il dit, j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Et j'ai commencé à l'appliquer. Il dit, donc je me suis tu, je me suis toujours tu. Il dit, pendant 4 semaines, j'ai tenu, et Béhémet, il y avait du Shlom Bayit, traduction, pas de dispute. Il dit, mais moi j'encaissais, jusqu'au jour où j'ai explosé. Et alors là, j'ai dit à ma femme des choses que ça faisait, ils étaient déjà mariés depuis 6-7 ans, ça faisait 6-7 ans que je ne l'avais jamais dit. Donc, ça a fait que confirmer ce que je disais. Le Shalom Bayit, c'est pas se taire, c'est pas ne pas parler, c'est pas ne pas se disputer, c'est être capable de parler de tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile, tout ce qui est constructif, mais d'avoir des outils pour savoir comment le faire, comment le dire, et de comprendre que le but, c'est pas simplement de ne pas se disputer, mais c'est de bâtir quelque chose ensemble. Il y a des gens donc, qui sont dans le mode Shlom Bayit, c'est ne pas se disputer, et il y a plein de femmes comme ça. À un moment donné, elle se dit, allez, ça fait longtemps que mon mari, je dois lui dire que le matin, il ne prie pas en minyan. Problème très connu des Françaises religieuses. On en reparlera, Bezrat Hashem. Est-ce qu'une femme, elle doit obliger son mari à aller prier Béminyan? Mais en tout cas, ça fait déjà 3 ans que je dois lui dire qu'il ne prie pas Béminyan. Ça fait qu'1 an qu'ils sont mariés. Et donc, je vais lui dire maintenant. Et là, il y a une voix intérieure qui lui dit, ne dis pas, c'est pas le moment. On est encore dans le cessez-le-feu. Ne dis pas. Alors, elle ne dit pas. Après, elle dit, ouais, mais ça fait super longtemps que je devais lui dire que ses enfants, quand ils rentrent de l'école, ils sont insolents.
Parce qu'évidemment, quand ils sont insolents, c'est ses enfants à lui. C'est pas les siens, Chas Shalom, c'est à lui, à la belle-mère et compagnie. Une voix intérieure. Non, maintenant ne parle pas. Et chaque chose qu'elle veut dire, elle ne le dit pas, parce qu'il y a la voix intérieure qui dit maintenant c'est le cessez-le-feu, donc il vaut mieux ne pas faire de provocation. Quand le cessez-le-feu il va s'arrêter, alors là ça va exploser, Chas Shalom, parce que là, et la belle-mère, et les enfants, et la tfila Betsibour, et tous ces points-là. Et ça va être terrible. Mais ces couples-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On ne parle pas, on peut parler de rien. D'où l'expression parler de la pluie et du beau temps. Ça, il paraît que ça passe à peu près, de parler de la pluie et du beau temps. Ben, c'est un problème, et ça, c'est pas du shlom bait. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit, moi, avec mon mari, je vous dis la vérité, elle était comme ça super stressée, elle dit, je marche sur les œufs. Moi, j'ai pas compris, c'est quoi marcher sur les œufs? J'ai pas compris. Bon, mais j'ai retenu l'expression, c'est une belle expression, marcher sur les œufs. Jusqu'au jour où ils sont venus dans mon bureau, les deux. Alors, à chaque fois qu'il parle, donc lui, il parle, il a la bouche ouverte tout le temps, il ne sait pas la fermer. Il parle. Et à chaque fois qu'elle veut réagir, elle dit comment dirais-je j'ai compris c'était quoi marcher sur les œufs. Que des E. Elle a peur de parler, elle a peur d'en placer une, donc sans arrêt Eh ben, c'est pas comme ça qu'on construit un couple. Et très souvent, on s'aperçoit que ces couples-là, après avoir marié le dernier de leur enfant, souvent ça arrive qu'ils divorcent. Je comprends pas. Ah, ça fait pitié, il est avec sa canne, elle est avec sa canne, les deux comme ça, allez, au revoir, on divorce. Mais pourquoi? Pourquoi tu divorces? Tous les moments difficiles, tous les moments de défi avec les enfants, avec la parnassa, tout ça, ça a été, maintenant vous divorcez. Le problème, c'est que souvent, ils n'ont rien construit. Donc, ce qu'on va devoir, Bezrat Hashem, apprendre à faire durant toute notre vie, et on a toute la vie, Bezrat Hashem, pour ça, c'est justement de travailler et de comprendre et de faire tout ce qu'on a à faire pour essayer de construire. J'aimerais vous dire quelque chose. A priori, c'est complètement ridicule ce que je suis en train de faire maintenant, puisque je donne un cours à des femmes. Ce cours-là, ça sert à rien que vous demandiez à votre mari de l'écouter, ça peut que lui faire dire, tu vois, je t'avais dit que c'est ce que la femme, elle doit faire. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de parler que aux femmes? Et moi-même, je vous dis, quand on s'occupe d'un couple, ça n'existe pas de parler qu'à un des deux. Il faut parler aux deux. Quand il y a des problèmes de shlom bayit, moi je dis au couple, vous venez les deux. Les deux, et on parle, et on discute. En fait, c'est même pas moi qui parle, c'est eux qui parlent entre eux. Quand moi je ne suis pas là, ils se disputent. Quand je suis là, ils arrivent à parler à peu près correctement. Et on essaye de s'occuper du couple. Maintenant, qu'est-ce que je vous disais? Oui, et moi-même, je viens maintenant vous faire un cours qu'à des femmes. Alors à quoi ça sert? Eh bien, je vais vous dire, et c'est un grand scoop ça je ne l'ai pas toujours dit, mais j'ai remarqué que quelquefois, même quand l'un des deux commence à faire vraiment des efforts, eh ben, ça peut sauver quasiment tout le couple. Il y a un couple qui avait de grandes difficultés, quand je vous dis de grandes, ça veut dire de très grandes difficultés de shlom bayit, et l'homme n'était pas tellement prêt à faire des efforts et compagnie. La femme, elle voulait faire des efforts. Elle a demandé à mon épouse, enfin elle m'a demandé à moi j'ai demandé à mon épouse de s'occuper d'elle. Et toutes les semaines, ma femme, elle parlait que à la femme. Et les choses, elles ont évolué de façon vraiment magique. Et là, j'ai compris que quelquefois, même quand l'un des deux, et pas forcément le fautif, hein, dans cette situation comme dans tous les problèmes de couple, c'est pas que c'est elle qui était fautive, et donc quand elle a commencé à résoudre, tout s'est arrangé. C'est que même là où elle n'était pas fautive, ça a commencé à s'arranger. Et ça, c'est une histoire qu'il y a eu en Israël. Il y a un homme qui a décidé de divorcer. Histoire réelle. Il a essayé de divorcer, et il a été voir son avocat, et il lui a dit, écoute, moi je divorce, voilà, organise-moi le guet, avec tout ce qu'il faut. Il demande à son avocat d'organiser tout ce qu'il faut. Pas que le guet, les choses qui sont dépendantes de l'avocat. Et l'avocat, il dit, ok, tu viens demain, tout est prêt. Il dit, je t'en supplie, on fait ça que dans 2 mois. Il dit, pourquoi dans 2 mois? Tu me dis que t'en peux plus. Elle te fait la mort. Pourquoi dans 2 mois? Il dit, parce que tout ce qu'elle m'a fait toutes ces années, bon, maintenant, il faut que je lui rende. Alors, tu me laisses 2 mois la déchirer, et après, Bezrat Hashem, comme ça, au moins, j'aurai réglé mon compte. Alors, l'avocat qui était intelligent, il lui dit, mais t'es idiot ou quoi? Au contraire, donne le guet tout de suite. Il dit, mais non, je t'ai expliqué, j'ai envie de lui faire la mort. Alors, il lui dit, mais regarde, écoute bien.
Imaginons pendant 2 mois, tu lui fais la mort. Après, vous allez divorcer. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire... Et toute sa vie, elle va se rappeler, heureusement que j'ai divorcé, heureusement que j'ai divorcé, heureusement, ouais, c'était vraiment un méchant celui-là, heureusement, heureusement. Il dit par contre, si maintenant tu divorces dans 2 mois, et que dans ces 2 mois-là, tu es hyper gentil avec elle, tu es le meilleur des maris du monde, tu es le plus attentionné du monde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand tu vas divorcer, elle va dire, ouais, c'est vraiment une claque à la figure, ça. Comment j'ai perdu un mari tellement cher? Comment j'ai perdu quelqu'un de tellement attentionné? L'autre, il dit, ah ouais, vous êtes intelligent, monsieur l'avocat. Razak, je n'avais pas pensé à ça, moi. Et effectivement, il s'est dit, allez, je me laisse 2 mois maintenant pour bien lui montrer c'est quoi un gentil mari, comme ça, après, elle l'aura là. Et il commence à être super attentionné, et il commence à préparer tous les matins un petit café au lait à sa femme, et à midi, il lui propose, et il l'appelle le soir, et je ne vais pas trop vous parler pour ne pas vous narguer. Très, 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 très gentil. Au bout de 2 mois, l'avocat vient, et il dit, la guacamole est prête. Ça y est, c'est prêt? L'homme, il dit, quoi, c'est prêt? Quoi, tu veux que je divorce maintenant? Il dit, bah, c'est toi qui m'as dit, tu voulais dans 2 mois que tout soit prêt. Il dit, jamais de la vie, je divorcerai de cette femme-là. Il dit, mais tu m'as dit qu'elle était insupportable. Il dit, ah, une femme comme ça, je ne trouverai jamais une femme aussi précieuse que ça. Tu vois que cet homme-là, qui a commencé à devenir gentil, qui a commencé à devenir attentionné, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont avancé avec sa femme. Et c'est vrai dans toutes les relations de couple. Donc, quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, ce n'est pas forcément dépendant de ce que l'autre va faire. Toi, tu fais ce que tu peux faire, et très souvent, les choses vont ensemble. Kamaïm apanim lapanim, kachleva adam la adam, et comme ça, les choses peuvent avancer. Alors maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, juste qu'on se pose une petite question. Et cette question-là, je me suis aperçu, aussi ces années, que c'est une question qui paraît être évidente, et pourtant, il y a très peu, en tous les cas, de jeunes filles de 18 ans qui vont se marier, qui connaissent la réponse à cette question. Pourquoi on se marie? Mais bête, il y a des filles, il y a une fille qui a 20 et quelques années, qui est venue voir ma femme récemment, elle avait un doute dans son chidour. Ce chidour, il est bien, mais il n'est pas bien, mais il est bien, mais il n'est pas bien, je ne sais pas, j'accepte, j'accepte pas. Ma femme, elle lui a parlé pendant quelques demi-heures, heures. Il s'est avéré que ce n'est pas que la fille, elle ne sait pas si ce chidour, il est bien ou pas. C'est qu'elle ne sait même pas si elle veut se marier. Elle ne sait même pas pourquoi il faut se marier. Elle ne sait même pas ce qu'il y a de bien dans le mariage. Donc évidemment, quand il nous manque tout ça, alors on est à côté de la plaque. Donc juste un petit résumé de la raison pour laquelle on s'est marié et la raison pour laquelle, et qu'est-ce qu'on a à faire en tant que femme mariée. Alors l'idée, elle est très très simple. L'idée, elle consiste à dire que pourquoi on se marie. Alors parfois tu demandes aux jeunes filles, pourquoi vous vous mariez? Alors, il y en a qui te disent, ben, c'est un kiff. T'as des kiffs bizarres, toi. Vas-y, le kiff de faire la vaisselle, le kiff de changer tes bébés, le kiff de discuter avec ta belle-mère. Il y a des trucs plus kiffants, non? Pour une fille célibataire. L'autre, elle dit, c'est à la mode. C'est à la mode de se marier. Je dis, ben, marie-toi vite, hein, parce que c'est de moins en moins à la mode. Je choisis plutôt à la mode de divorcer. Il y a plus de divorces que de mariages. Je ne sais pas comment ils font. Le principe, c'est de dire que, pourquoi alors on se marie? On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Chaque homme, il a une femme qui lui convient. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé depuis le début de la création. Il y a écrit dans la Kabbalah qu'à l'origine, l'âme de l'homme et l'âme de la femme, en fait, c'est une seule âme. Une âme entière, une âme. Et cette âme-là, Akadosh Baruch Hu, il la divise en 2 corps. Un petit bébé qui va grandir chez Mishpachat Ben Shimol, et une petite bébé qui va grandir chez Mishpachat Morchelevitch, et puis un beau jour, Bezrat Hashem, sous la choupa, ils vont se retrouver grâce au Shidduchim et compagnie. Maintenant, mais en fait, c'est pas qu'au hasard on s'est rencontrés, c'est qu'au départ, c'était une même âme, et que cette moitié d'âme, elle devait rejoindre et retrouver cette autre moitié d'âme. Et ça, c'est écrit explicitement dans le Ramban. Le Ramban, il dit on dit de Adam et de Chava, qu'au tout début, quand ils ont été créés, c'était un seul corps. D'un côté, c'était Adam, de l'autre côté, c'était Chava. D'accord? Donc quand Adam y marchait, les gens ils parlaient à Chava, ils disaient « Chava, pourquoi tu marches en arrière ?» Et elle « Ah ouais, non, je vais marcher en avant. » Et là, Adam « Ah, je marche en arrière, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Comment il faisait pour avoir des enfants, dit le Ramban? Eh bien, Hachem, il avait fait un système
que sans passer par une relation telle qu'on la connaît aujourd'hui, la femme, elle pouvait tomber enceinte. Et le Ramban, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a compris, au bout d'un moment, il a vu que ce n'était pas la meilleure façon. Pour qu'il y ait un vrai amour et qu'il y ait une vraie possibilité de s'épanouir, il faut qu'il y ait deux corps distincts l'un de l'autre. Et il faut que l'un puisse voir l'autre, et que l'un puisse parler à l'autre, et que l'un puisse s'unir à l'autre quand il décide. Et que l'un puisse décider de ne pas s'unir quand il le décide. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Donc à l'époque, c'était Adam et Chava, c'était un seul être humain. Ils ont été coupés en deux. C'est devenu Adam et Chava. Et nous, aujourd'hui, pour pas qu'on ait besoin d'être coupés en deux, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh ben, il prévoit depuis le début que la Neshama elle se divise en deux corps et que ces deux corps puissent se retrouver. Si on dit que la Neshama de tel homme, elle doit être avec la Neshama de telle femme, ça veut dire que si la Neshama de tel homme n'est pas avec la Neshama de telle femme, eh ben, il n'y aura pas de plénitude, il n'y aura pas de perfection. Tu ne pourras pas arriver à ta perfection si tu n'as pas l'autre qui est là pour te compléter. Maintenant, en dehors de ça, disent les Mefarshim, ils disent, quand Adam et Chava, c'était le même être humain, le même homme, le même corps, il n'y avait pas tellement de possibilité de faire du chesed. Comment tu voulais qu'ils fassent du chesed les deux? Les deux, c'était un même corps. Donc quand ils se préoccupaient de lui, ils se préoccupaient d'elle. C'était un chesed, j'allais dire, intéressé. Il n'y avait pas de chesed. Hachem, il a séparé. Maintenant, il y a le chesed. Toi, tu vas faire du chesed avec elle. Elle, elle va faire du chesed avec lui. Et de cette façon-là, on peut arriver à la plénitude. Maintenant, en dehors de ça, le Ramchal, il dit dans le Da'at Dvunot, je vous lis dans les mots l'idée qu'il dit, il dit Michok attendez, Michok Atov Lehetiv. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Michok Atov Lehetiv? Ça veut dire que celui qui est bon, eh ben, de par sa nature, de façon inhérente à sa nature, il a envie de donner. Et les Chachamim, ils disent que plus tu vas donner, plus tu vas devenir bon, plus tu vas devenir meilleur. Donc pour qu'on puisse grandir et s'élever, on a besoin de donner. Dans le Rav Friedlander, il pose une question, il dit, c'est quoi le problème quand on ne peut pas se marier? On donne. Tu donnes aux copines, tu donnes aux amis, tu donnes à un peu tout le monde. C'est quoi le problème? Alors il dit, non, c'est pas du tout la même chose. Parce que ta copine, si tu ne lui donnes pas, eh ben, quelqu'un d'autre lui donnera. Elle n'a pas besoin de toi urgemment et elle n'a pas des besoins qu'il n'y a que toi qui peux remplir. Alors que ton mari, il y a des besoins qu'il n'y a que toi au monde qui peut remplir. Et si tu ne les remplis pas, eh ben lui, il restera vide. Et donc, la vraie dimension du chesed, c'est un chesed qui était vraiment obligatoire et sans lequel la personne n'aurait pas pu se maintenir. Donc, l'idée que Chachamim nous enseigne, c'est de dire qu'on se marie pour donner. Et pour donner, et Chachamim ils disent aussi que quand on a des enfants, on continue à donner, et on donne de façon inconditionnelle. Et même quand les enfants ils sont saoulés, on continue à leur donner. Et de cette façon-là, l'homme il progresse et il avance, et la femme aussi elle progresse et elle avance. Maintenant, en dehors de ça, chaque personne, pour pouvoir progresser, Hachem il a prévu la femme ou le mari qui lui conviendrait. Ça veut dire que si, par exemple, tu as l'impression que ton mari il est un peu trop ceci ou un peu trop cela, on pourrait dire, ouais, c'est dur la vie avec lui. Si j'avais eu un autre mari, ça aurait été mieux, ça aurait été plus sympa. En fait, c'est pas vrai. Hachem, il a prévu le mari qu'il te faudrait pour que toi, tu puisses arriver à ta perfection. Vous allez dire, c'est pas juste. Pourquoi ma copine, elle, pour arriver à la perfection, elle a un mari super gentil, super sympa, et moi, pour arriver à la perfection, je dois avoir un mari embêtant? C'est comme ça. Hachem, il sait, chacun, c'est quoi son rôle à jouer. Il y en a un qui va dire, moi, mon rôle à jouer, c'est d'être éboueur. L'autre, son rôle à jouer, c'est d'être Premier ministre. C'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun un rôle, et ce qu'on doit faire, c'est jouer notre rôle. Donc Hachem, il nous a donné ce qu'il fallait. De la même façon qu'au travail, quand vous avez un collègue qui est saoulant, il n'est pas arrivé par hasard, ce collègue. C'est Hachem qui l'a mis sur votre route, sur votre chemin, pour justement que vous deviez vous-même vous transformer, et vous-même travailler sur vous, et vous-même avancer. Donc ça doit être une idée extrêmement, extrêmement claire. Tant qu'on fonctionne dans notre esprit avec l'idée, si j'avais eu un autre mari, ça aurait été tellement mieux, si j'avais eu tel enfant, ça aurait été tellement mieux. On est vraiment dans le manque de Emouna. Dans le manque de Emouna à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas dans la Torah l'option quelquefois de divorcer. Mais c'est vraiment une option dans des cas graves. En général, ce n'est pas l'option que Kadosh Baruch Hu il souhaite. Il écrit que quand un homme il divorce, le misbéach il pleure. L'autel il pleure. Pourquoi l'autel il pleure? C'est quoi l'autel? C'est l'endroit où on amenait les sacrifices.
Pourquoi le Mizbeach il pleure? Parce que le Mizbeach ici avait eu un peu plus de sacrifice. Si chacun avait un peu plus accepté de se taire, de donner à l'autre, d'accepter quelquefois des choses pas faciles, eh ben, il n'y aurait pas eu de divorce. Donc, le point qu'il faut qu'on comprenne, c'est que chaque personne a le mari qui lui convient, avec ses défauts, avec ses qualités, et de cette façon-là, chacun va pouvoir, Bezrat Hashem, donner à l'autre. Et au passage, même quand on enterre l'homme et la femme, 120 ans, on les enterre l'un à côté de l'autre. Comme ça, dès qu'il y a Triat Hametim, ils peuvent recommencer à se disputer. C'est vrai. Même dans le Olam Haba, il y a écrit que l'homme et la femme, ils seront à côté l'un de l'autre. Ceux qui se disaient, ouais, déjà dans le Olam Hazé, c'était pas facile, mais au moins dans le Olam Haba, on pourra se reposer. Non, là, tu pourras pas. Il paraît que même les belles-mères, elles sont là-bas dans le Olam Haba avec nous. Mais ça, c'est une blague. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on est là pour accéder au Olam Haba. On sait très bien que l'essentiel sur Terre, c'est pas le Olam Hazé, c'est le Olam Haba. Et le Olam Haba, on est en train de le construire ici. Pour construire le Olam Haba, on ne peut pas le construire tant qu'on reste soi-même, dans soi-même, pour soi-même, et qu'on se préoccupe que de soi-même. Hachem, il a fait un grand chesed. Il a donné à l'homme la possibilité de se marier avec une femme, et à une femme la possibilité de se marier avec un homme, pour, Be'ezrat Hachem, pouvoir réussir à arriver à la perfection. La perfection, ça veut dire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il envoie les difficultés, Hachem, il envoie les qualités, et Hachem, il nous met des défis, quelquefois, à surmonter. Et donc, il faut bien comprendre que c'est lui et c'est pas quelqu'un d'autre. Quand on bénit le Khatan et la Kala, qu'est-ce qu'on dit? Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que vous soyez comme Adam et Chava au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement extraordinaire au Gan Eden, à part que Chava n'avait pas de belle-mère? Et que c'était le paradis. Ils étaient seuls. Hein? Ils étaient tout seuls. C'est vous qui parlez? Ah oui. Ils étaient tout seuls. Et alors? Il n'y avait pas de comparaison. Il a fait... Ils étaient tout seuls et il n'y avait pas de comparaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui fait souvent qu'on a du mal, comment vous appelez vous, madame, comment? Kissous. Madame Kissous. Tout ce qui fait que souvent on a des problèmes, c'est qu'on commence à comparer. Regarde le mari de l'autre et regarde le mari de l'autre, et pourquoi moi j'ai eu ce mari et lui il a eu ce mari et moi le mien et lui. Et d'ailleurs, voilà, on est invité le Shabbat chez eux, et quand on est chez eux, voilà, le mari il se lève pour débarrasser, moi mon mari fait le pacha comme ça, là, c'est pas juste, c'est pas normal, et on n'a qu'à un peu l'éduquer. Tout ça c'est parce que voilà, il y a des options. Il y a des options de se marier avec quelqu'un d'autre, il y a des options de divorcer et de se marier avec quelqu'un d'autre. Il y a tout type d'options dans notre tête. Mais si on avait compris c'est lui et il n'y a rien d'autre, ça irait mieux. Là-bas, dans le Olam Haba, dans le Gan Eden, il y avait Adam et Chava et il y avait Walou. Il n'y avait rien d'autre. Donc Adam, il savait que sa femme, c'était Chava. Et Chava, il savait que son mari, c'était Adam. Et il n'y avait pas d'autre choix. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans la génération du Chat Pe'ami. Et récemment, on nous l'a bien rappelé. D'accord, au passage, merci de m'avoir servi un verre. Chat Pe'ami. Baruch, Ata Adonai, Elonu Melech HaOlam, Shakol Niya Bidbaro. Ça, c'est le Chat Pe'ami. C'est quoi la mentalité du Chat Pe'ami? C'est quoi? Ça veut dire que tu prends quelque chose et tu le jettes. Tu prends quelque chose et tu le jettes. Aujourd'hui, tout est Chat Pe'ami. Les ordinateurs qu'on achète, c'est pas Chat Pe'ami. Au bout de 3 mois, ils se cassent. Au bout d'un an, tu dois acheter un nouveau. Les machines à laver d'aujourd'hui, demandez à vos parents, vous vous rappelez, j'imagine. C'est pas les machines à laver de l'époque. Aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle on prend, ça ne me convient plus, on jette. J'avais un élève comme ça, c'était, sans exagérer, il travaillait à un endroit pendant 2 mois, et puis il y avait une embrouille, il s'en allait. Après il retrouvait un autre endroit, il travaillait pendant 2 mois, il y avait une embrouille, il partait. Il allait ailleurs, et lui il était marié. Et je me suis dit, Baruch Hashem, Bémet, je t'abarre chez moi, Kadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que sa femme, il la supporte pendant tellement de temps? Malheureusement, ils ont divorcé finalement. Ça veut dire, il y a une mentalité comme ça. Tant que ça te convient, allez. Dès que c'est un peu trop dur, c'est un peu trop sale, ça dérange, au revoir. Et à jamais. Et bien ça, c'est la mentalité dans laquelle on est. Et ce qu'il faut bien qu'on rentre dans notre tête et dans notre esprit, c'est que le mari qu'on a face à soi, et ben c'est le mari qu'il faut, et c'est lui qui nous convient. Une fois, il y avait une dame, il y avait un homme qui est venu chez la chatranite, et c'était quelqu'un de très gentil. Seul problème, il avait une grande odeur d'oignon qui sortait de sa bouche. Même quand il se brossait les dents. C'est-à-dire que la chatranite, elle disait « Ouais, d'accord, je note, d'accord. » Et elle s'est dit « Qu'est-ce que je fais? Je peux le proposer à personne, personne ne va accepter. » Et un beau jour, il y a une jeune fille qui vient. La chatranite, elle lui dit « Alors, qu'est-ce que tu cherches ?» Elle dit « Un bon bachour. » Il dit « Ça va, t'as pas de défaut, t'as pas de problème ?» Il dit « Non, mon seul défaut, c'est que j'ai pas d'odorat, mais bon, ça va. »
Elle dit super, on va les mettre ensemble. Elle appelle le bachour, elle lui dit écoute, voilà, j'ai une super proposition pour toi, une fille super bien. Elle n'a pas d'odorat, mais ça ne va pas te déranger, j'imagine, hein, au contraire. Ne prie pas trop pour qu'elle guérisse. Et ils se sont rencontrés. Le premier shidour, ça allait à merveille. Deuxième shidour, ça allait à merveille. Troisième shidour, le garçon, il arrive voir la chatranit. Il lui dit la fille, c'est moi, elle vient voir la chatranit. La chatranit lui dit alors ça va, ça marche? Il dit ouais, il est gentil, c'est bien, mais je crois qu'on va devoir arrêter. Il dit mais pourquoi? Tu dis qu'il est bien, tu dis qu'il est parfait, en plus tu es la seule à pouvoir te marier avec lui, personne d'autre acceptera. Pourquoi? Elle dit ben, je sais pas, à chaque fois que je le vois, je commence à pleurer. Alors, quand on comprend que c'est la personne qu'il nous faut, eh ben, on peut, Bezrat Hashem, avancer. Alors maintenant, on va, Bezrat Hashem, arriver à des choses un petit peu pragmatiques et un petit peu techniques, et c'est très, très, très important de comprendre ça. Il faut savoir que de la même façon que chez les femmes, il y a tout type de... En hébreu, on appelle ça de tipoussim. Ça, c'est quoi un tipous? Quand tu dis quelqu'un, lui, c'est un tipous, genre, il a un sacré caractère. Ouais? L'autre fois, il y avait vous savez c'est quoi ces tipous en hébreu? C'est l'escalade. L'autre fois, on était à la table de Shabbat, il y a le petit bébé qui était en train comme ça d'escalader sur ma femme. Ma femme, elle dit hey, Aaron, il croit que je suis un kir-tipous. Je lui dis un kir, t'es pas, mais un tipous. Elle a rigolé, heureusement, sinon j'aurais pas été là aujourd'hui. En tout cas, il y a des tipoussim. T'as celui qui est coléreux, t'as celui qui est gentil, t'as celui qui est radin, t'as tout type de genre de mari. De la même façon que t'as tout type de genre de femme. Maintenant, tout le monde a des qualités. Tout le monde a des défauts. Vous toutes, par exemple, vous avez beaucoup de qualités. Je vous affirme, Mme Toledano, vous dites, ah, le Rav a dit que j'ai beaucoup de qualités. N'est-ce pas? Baruch Hashem, toutes. Toutes, vous avez des qualités. Et vous avez des défauts. Et moi aussi, j'ai des défauts. Et vos maris aussi, ils ont des défauts. N'allez pas rentrer à la maison, le Rav a dit que tu es bourré de défauts. Non, vous n'avez pas de misva à dire ça. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. Maintenant, le grand problème qu'on a, c'est que souvent on se concentre sur les défauts et on ne regarde pas les qualités. C'est ce qui se passe tout le temps et souvent, et c'est ça qui crée les problèmes. Ton mari, ce n'est pas que des défauts. Ok, il a des défauts que tu ne connaissais pas au moment des shidurim, d'accord? Ça fait 100 fois que tu me le répètes que tu ne savais pas ça au moment des shidurim, sinon tu n'aurais pas accepté. Heureusement qu'Hachem, il t'a fait une feinte. Comme ça, tu as pu te marier avec la bonne personne, avoir les enfants que tu devais avoir. Tu t'es marié maintenant avec la personne. Eh bien, il faut que tu sois capable de regarder les qualités. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que je vais regarder plutôt les qualités de quelqu'un que ses défauts? Qui est-ce qui sait? Madame Allison. Je vais me concentrer sur le positif. Ouais, comment? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, vous allez avoir envie de regarder son aspect positif, l'autre, vous allez avoir envie de regarder son aspect négatif? Parce qu'on l'aime. Hein? Parce qu'on l'aime. Exactement, très très bien. Vous savez même comment? Eric. Madame Eric? Ouais. Alors, Madame Eric, elle dit quelque chose de très vrai. Elle dit, lorsque tu aimes quelqu'un, tu regardes le positif qu'il y a en lui. Quand tu as ton enfant à toi qui fait des bêtises, eh ben, tu dis, ah, il est mignon, ouais, ok, il fait des bêtises, mais il est mignon. Quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tout de suite, ouais, il a tel défaut, et tout le temps, et c'est comme ça. Et... Quand tu aimes quelqu'un, tu commences à regarder ses qualités. Donc évidemment, ce qu'on va essayer d'expliquer, Bezrat Hashem, dans tous les prochains cours, ça va être comment on fait pour accéder à l'amour dans le couple, qui va permettre de regarder les qualités. Mais elle a raison, Madame Allison, j'ai oublié son nom de famille. Israël. Madame Israël, elle a raison que ce qui est très important, c'est de toujours se concentrer sur le positif et sur les qualités que l'autre a. Comment ça va se traduire de façon pratique? D'abord, sachez une chose. Moi, quand il y a des couples qui viennent me voir, qui veulent me voir pour des problèmes de shlom bayit, je leur dis, j'accepte de vous voir qu'à une condition. Ils disent quoi? J'ai dit que c'est que chacun prenne une feuille et que chacun écrive d'un côté les défauts de l'autre et de l'autre côté les qualités. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils écrivent les défauts de l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils écrivent les qualités. Mais si je n'écris que les qualités, ils vont me dire elle n'en a pas. Alors, et quand il y en a qui s'amusent à me dire ça, après je les descends. Donc, il n'y a pas elle n'en a pas. Il y a des qualités, il y a des défauts. Tu veux écrire les défauts, éclate-toi. Mais après, tu mets les qualités. Et pourquoi je fais cet exercice-là, qui au passage m'a été une fois recommandé par l'un des rabbins, je ne sais même plus qui, c'est il y a des années et des années. Pourquoi je fais cet exercice-là? Parce que tu veux commencer à t'occuper de ton shalom bayit, c'est pas facile. Il va falloir se prendre en main, il va falloir faire des efforts, il va falloir apprendre à se taire, il y a des choses à apprendre.
Comment tu vas être capable de le faire? Si jamais tu penses que de toute façon ça ne vaut pas le coup, de toute façon c'est déjà perdu d'avance, de toute façon l'autre c'est une ordure, c'est une poubelle, comment tu vas le faire? Donc on te dit, regarde, commence à regarder les aspects positifs qu'il y a en l'autre. Et tu verras que ça vaut le coup, et tu verras que c'est quelqu'un d'important, que c'est quelqu'un de grand, et que ça vaut effectivement le coup de faire ça. Maintenant, au moment où on parle des défauts, là c'est important pour moi de préciser quelques petits points. Le premier point, c'est que dans les défauts, il y a des défauts qui sont corrigibles, il y en a qui ne le sont pas. Quand le conjoint il a un défaut sur lequel on peut travailler, alors là, il n'y a aucun problème. Il faut s'armer de patience. Il faut savoir comment le dire, comment parler à l'autre. On expliquera, Bezrat Hashem, tout ça. Mais on peut réussir à corriger un certain nombre de points. Parfois, ça prend du temps, mais on peut corriger. Il y a des choses qui ne sont pas corrigibles. On ne peut pas. C'est un trait de caractère qu'il a depuis qu'il est petit, et c'est comme ça qu'il est né, et c'est peut-être comme ça qu'il mourra aussi. C'est comme ça qu'il est. Il y a des maris, c'est comme ça. Vous êtes genre très tic-tac, tout de suite, je fais tout ce qu'il faut au moment où il faut, comme il faut. Et eux, ils sont très procrastinateurs. Ils ont un slogan habituel. Ils disent, moi, je prends mon courage à demain. À demain. La femme, elle ne supporte pas. Et sans arrêt, elle va lui répéter. Et au bout de 40 ans, ça fait 40 ans que je te répète que... Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est son ophi, c'est comme ça qu'il est. C'est qui la femme intelligente dans ce cas-là? Et vice-versa dans le sens inverse. C'est la femme qui comprend. Là, il y a un mur. Vas-y, tu veux te battre avec le mur, ça te dérange ici qu'il y a un mur? Tu as envie de te battre pour qu'il y ait un peu plus de place pour qu'il y ait d'autres personnes? Vas-y, bats-toi contre lui. Essaye. Si tu veux, vas-y. Pourquoi on va au cotel la veille du mariage? Pour comprendre que quelquefois, on a un mur face à soi. Et quand on a un mur, eh ben, on accepte la situation du mur. Et c'est la différence entre un bébé et un adulte. Le bébé, au début, il ne comprend pas qu'il y a un mur, il se cogne la tête. Jusqu'au moment où il comprend que ça ne vaut pas le coup. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Il y a des moments auxquels il faut comprendre. Ça ne sert à rien de se battre. C'est mon tikkun, comme ils aiment bien dire. C'est mon tikkun, voilà. Moi, je vais devoir, moi qui suis une femme très organisée, qui aime bien tout prévoir à l'avance, moi, mon tikkun, c'est que mon mari ne soit pas comme ça. Tu veux te battre, tu vas te pourrir la vie. Tu veux accepter, tu pourras avoir une vie sereine, une vie heureuse. Et c'est très sympa aussi d'avoir parfois un mari qui n'est pas trop stressé, qui prend son temps, qui est tranquille. Ça va, toi ça te stresse encore plus, mais au contraire, tu peux apprendre à apprécier ça. Quand on comprend que c'est la situation et il n'y a rien d'autre à faire, les choses, elles vont beaucoup mieux. Mais il peut changer, ça veut dire que c'est pas un mur, c'est un être humain on est modelable, ça veut dire on n'a pas 60 ans, on est marié, on va dire entre, je sais pas, je pense que tout le monde est à peu près à une dizaine d'années de mariage, c'est encore malléable, ça peut changer. Et alors? La communication, voilà, on peut discuter. Il y a des choses qu'on... C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Il y a des choses sur lesquelles c'est difficile à discuter. Votre mari, il a chaud en été, il a chaud. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il a chaud. Et vous avez froid. Maintenant, ça, n'essayez pas de changer. Attendez, ouais, mais le premier soir du mariage, il était d'accord d'éteindre la clim pour moi. Ok. Maintenant, qu'on peut discuter, qu'il y a des choses à faire. Mais en tout cas, qu'il est chaud, ça, il a chaud. Maintenant, il y a des traits de caractère. Un mari qui est stressé, il est stressé. Alors, si c'est un stress maladif, alors effectivement, il peut essayer de s'en occuper. Mais si c'est un tempérament, il est stressé, et toi, tu es le tempérament comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des moments où tu vas être face à un isayon. Je m'énerve pas, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? C'est le nisayon qu'Hachem a placé face à toi. Il y a des choses qu'on peut changer et des choses qu'on ne peut pas changer. Vous voyez, par exemple, un couple dont je m'étais occupé, et ça je vous en parlerai la semaine prochaine, Bezrat Hashem, l'un des très grands problèmes qu'il avait lui avec sa femme, l'un des plus grands problèmes, je vous assure, il est venu me voir en me disant « moi je divorce si vous ne pouvez pas m'aider », l'un des plus grands problèmes qu'il avait avec sa femme, c'était quoi? C'était qu'elle mettait des collants de la couleur de la peau, et lui il voulait des collants noirs. Vous voyez où ça va, les histoires de Shlom Bayit? Alors ça, c'est résolvable ou pas? Oui. C'est résolvable. Si la femme, elle n'est pas allergique au noir, c'est résolvable. Tu dis à la femme, sois gentille, ok, toi, t'aimes bien l'autre, mais lui, il aime comme ça. On parle, on essaye d'expliquer, on lui dit l'importance qu'elle soit belle aux yeux de son mari, et on lui explique que les maris sont parfois un peu fous dans la tête. Et voilà, ça, on peut faire. Il y a des choses, une femme, elle parle trop vite. Tu veux qu'elle parle plus doucement, tu peux lui faire des exercices de prononciation
pour que le mari n'ait pas besoin de lui faire répéter 250 000 fois. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre. Et il faut comprendre. Et il faut accepter. Et il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, il y a une maladie que les hommes, ils ont. Les hommes, ils se prennent pour des basketteurs. Ça veut dire que le soir, quand ils se déshabillent, donc ils sont ici, il y a le panier de linge sale là-bas, ils font les basketteurs, leurs chaussettes, leurs vêtements, tout ils jettent. Et à chaque fois, ça tombe 2 cm près du panier. En fait, c'est pas vrai, c'est pas à chaque fois. Il y a plein de fois où ils réussissent leur panier. Mais vous remarquez que les fois où ils ratent. Je sais pas pourquoi. Vous devriez un jour lui dire, « Hé, hier, je vois que tu as tout réussi, tous tes paniers là. » Non? En tout cas, et c'est une maladie. Et toi, ça te vexe, ça te... Ah, mais quoi, moi, je suis pas une servante, devoir me baisser, pourquoi il se baisse pas lui et compagnie. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut expliquer. On peut lui dire, regarde ce que moi, je ressens quand. Ou alors, on peut dire, non, il fait ça exprès pour m'énerver, et je le sais, et je vais me fâcher contre lui. Ça, c'est des méthodes. Comment faire pour discuter, comment faire pour faire comprendre à l'autre ce que nous, on ressent, et pas ce que lui, il est. Donc, quand on a affaire à son mari, on a affaire à certaines choses qu'on doit accepter. On doit accepter que c'est la situation, et on doit accepter que de toutes les façons, rien n'est mieux. Et au passage, il y a des gens parfois qui nous narguent un petit peu. Et moi, je vous dis, en tant que rave qui me suis occupé de couples, parfois, tu as les couples comme ça, tout mignons, ils marchent main dans la main, au but de Chaumont. Et puis, le mari dit, ça va ma libellule, mon lapin, ma princesse, ma jolie, mon trousseau de clés. Et à la maison, ils se déchirent. Nous, on ne sait pas ça. Peut-être leurs voisins, ils savent. Nous, on ne sait pas ça. Mais quand le rave, il s'occupe de ça, à la maison, ni ils se donnent la main dans la main, ni mon lapin, ma libellule, machin. C'est tout le contraire. Tu es une pourriture, tu as une haleine de phoque, tu te comportes n'importe comment, tu es moche comme un pou. Alors, elle ne comprend plus, elle. Elle dit dehors, je suis belle. À l'intérieur, je suis pou. Alors, lui dit non, il n'y a pas de contradiction. Tu es poubelle. Vous voyez? Donc, nous, on a l'impression parfois que ouais, les autres, ils ont la vie tellement plus belle, c'est tellement plus beau, tellement plus joyeux. Il faut qu'on arrête, comme elle a dit Madame Kissous, de regarder les autres et qu'on se concentre sur soi-même. Nous, on a la possibilité de vivre dans le bonheur. Maintenant, l'une des grandes maladies qu'ont les conjoints et conjointes, c'est la maladie qui s'appelle juger. Juger, ça veut dire que je ne sais pas qui est-ce qui a demandé à la femme de juger son mari. Les femmes, très souvent, elles jugent. Alors là, par exemple, elle va juger que voilà, exprès, il a fait en sorte de mettre sa culotte à 1 cm du panier. Bah oui, pourquoi il a mis à 1 cm? Il aurait pu mettre dedans. Non, il a fait exprès. Il a fait exprès pour m'embêter. Et les femmes, elles jugent. Là, il a tort quand il fait ça. Et là, il ne doit pas faire. Et qui lui a permis? Et pourquoi? Non, parfois, elles jugent sur des faits qui existent. Parfois, elles jugent sur des faits qu'elles ont imaginé que peut-être qu'il a fait, alors qu'en fait, c'est pas lui. C'est un enfant qui a fait cette bêtise. Et la femme, elle juge. Et quand la femme, elle juge, eh ben, il y a un grand problème. C'est que le mari, c'est difficile pour lui de supporter une chose pareille. Il y a une femme qui m'a téléphoné il y a pas longtemps. Je vous la fais rapide. Elle me dit, on était dans la voiture, donc quelqu'un nous a pris en trempe, en autostop. J'espère que trempe, ça ne vous pas fait trop penser à Donald ou à Picsou. Elle me dit, on était en trempe, donc quelqu'un était très gentil, nous a pris en voiture. Elle me dit, bon, moi j'étais enceinte du 9e mois, et il faisait une canicule pas possible, c'était en France, il faisait hyper chaud, ça arrive parfois qu'en France il fasse chaud. Il dit, et moi j'en pouvais plus, et mon mari aussi, et parfois on se regardait comme ça, on faisait discrètement, genre, il fait chaud, il fait chaud. Il dit, à un moment donné, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la personne qui a eu la gentillesse déjà de nous prendre dans sa voiture, vous pouvez pas allumer la clim s'il vous plaît? Elle me dit, ouais, l'Archouma, mais comment il peut faire ça? Mais qui lui a permis? Mais déjà, ils nous ont invités, c'est gentil. En plus, maintenant, comme ça, il permet, il ose. Et après, moi, je lui ai fait une scène, je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on se comporte, mais elle est où la honte? Moi, je lui ai dit, écoute, je te dis la vérité. Moi, j'aurais dit d'abord merci à mon mari, parce qu'il est super gentil, c'est pour toi qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il y a de honteux? Toi, t'as honte, moi, je peux comprendre. J'ai pas dit que je comprends pas. Je peux comprendre qu'une femme, elle soit un peu honteuse, genre, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'embêtant à demander un service. Maximum, il dit, je te paye un demi-euro à la fin du voyage parce que ça a coûté plus cher. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Mais elle juge. Et je l'ai convaincue, hein, parce que je lui ai dit, regardez, moi, vous m'avez parlé à moi, maintenant allez voir 3 copines à vous, demandez-leur, est-ce que ça les aurait dérangés que leur mari fasse ça? Elle me dit, ouais, je l'ai déjà fait avant de vous appeler. Non, ça ne les dérangeait pas. Elle pensait que moi, ça allait me déranger.
Et que comme ça, au moins, elle aurait moi contre les trois. Non. Et elle juge. Et les gens, ils jugent, ils jugent, ils jugent. Quand tu passes ton temps à juger l'autre, et en plus que tu le juges de façon défavorable, eh ben toi, tu te pourris la vie. Parce que tu es certaine que tout ce que le mari fait, il fait contre toi. Lui, tu lui pourris la vie que sans arrêt, il a l'impression que tu es la femme la plus malheureuse du monde. Parce que... Et du coup, personne n'a rien à gagner dans cette histoire-là. Personne. Une fois, il y avait une femme comme ça. Elle passait son temps, tout, elle juge, elle est sûre de tout, elle connaît tout mieux que tout le monde. Et... Après, je dis, mais qui t'a demandé d'être une... On t'a pas demandé d'être une juge. Quoi, t'es Dayan, toi? T'es pas un Dayan au Beddin. Pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mais je suis désolé de vous le dire, mais je m'appelle Diana. J'ai pas le temps de réagir. Elle me dit, mon nom de famille, c'est Dayan. N'avez pas cherché sur Google Diana Dayan, vous ne la trouverez pas. J'ai un peu exagéré l'histoire. Mais pourquoi tu te prends pour une Diana Dayan? Pourquoi? Calme ta joie, comprends. Tu as le droit de penser autrement que l'autre. Tu n'as pas besoin de tout juger, tu n'as pas besoin de tout imaginer. Laisse l'autre vivre. Laisse l'autre vivre et laisse-le faire ce qu'il a à faire. Et parfois, il peut y avoir des points dans lesquels on n'est pas d'accord. Et on expliquera, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on fait dans les cas où on n'est pas d'accord? Comment on fait pour résoudre un conflit dans lequel on n'est pas d'accord? C'est très important. Je vous donnerai, Bezrat Hashem, des conseils très, très pragmatiques et techniques, comment faire pour résoudre ce genre de problème. Mais la condition sine qua non, c'est qu'on accepte de ne pas sans arrêt juger l'autre et ne pas sans arrêt lui dire qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et comment il doit faire. J'en reviens à ma question que j'avais posée tout à l'heure et on va s'arrêter, Bezrat Hashem, avec ça. On a demandé pourquoi les maris, quelquefois, ils fuient les maisons. Et vous n'avez rien à gagner à ça, vous avez tout à gagner à ce que vos maris, ils veuillent être à la maison et qu'ils aiment être à la maison et qu'ils aiment passer du temps avec vous. On demande pourquoi les maris fuient la maison. Eh bien, d'abord, ils ne fuient pas tous la maison. Il y a des maris qui sont très contents à la maison et leurs femmes, elles les accueillent très bien et tout se passe bien. Mais il y a beaucoup de maris qui fuient la maison parce que quand ils sont à la maison, ils ont l'impression d'être sans arrêt regardés, jugés, contraints. Genre, c'est en même temps le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Tout. La femme, elle fait tout, tous les rôles. Et sans arrêt, quoi qu'il fasse, ça ne va pas être bien. Et quoi qu'il fasse, ça va être pourquoi ça, hein? Regarde ton fils comment il se comporte, regarde pourquoi. Et tout ce qu'il va faire, toute la journée, ça non, ça ceci. Lui, il n'aime pas entendre les cris, elle va crier. Lui, il n'aime pas entendre sans arrêt le stress, et à un moment donné, le mari il dit, ben, j'en peux plus. Moi, je suis au Beth Midrash, là-bas, ça va, on est entre gens normaux. Ça va, tout se passe bien. Je rends un service à quelqu'un, il me dit merci, il commence pas à me dire, ouais, mais là, t'as fait ça. Non, il regarde bien. Par contre, quand tu es dans une vie de couple et que tu as l'autre qui, en quelque sorte, parce qu'il n'est pas au courant, je ne dis pas qu'elles font exprès, les femmes, d'embêter leur mari, mais elles ne sont pas au courant de ce que le mari ressent parce qu'elles n'ont pas suffisamment réfléchi à ça. Ben, le mari il dit, ben, j'arrête, j'en ai marre. Est-ce que vous avez déjà vu un mari faire des courses au supermarché et qu'il arrive à la maison et que sa femme, elle dise, bravo, t'as bien fait les courses? Je crois que c'est jamais arrivé dans le monde entier. La femme, elle fait la liste. Elle a fait la liste. Alors le mari, vous connaissez les maris qui sont tout le truc au téléphone. Ah là, je prends quoi? Je prends ceci, cela. Ah d'accord. Et là, ah là, il y en a 4. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Maintenant, quoi qu'il se passe, il va revenir à la maison. T'as oublié ça. Ça, c'est pas ça que j'étais mis de Kaven. Je voulais dire ça. Machin. Alors bon, maintenant le mari, un jour, il comprend que bon, pour une fois, il se dit, allez, je vais faire plaisir à ma femme. Maintenant là, je vais tout vérifier, qu'elle ait rien à redire. Il va, il a écrit Materna x3, il appelle sa femme. Quand tu as écrit Materna x3, c'était quoi Materna x3? C'était tu veux 3 Materna ou tu veux un Materna Shlav Shalosh? Shlav Shalosh. Ah, bisous, bisous. D'accord. Il continue les courses. Après, il a écrit le dentifrice. Ah, chérie, lequel tu veux? Tel air cher ou tel air cher? Ah, ça change rien, c'est un dentifrice? Bon, ok, alors je vais prendre le moins cher. D'accord. Il continue, il fait ses courses. Il a tout fait. Dès qu'il avait un doute, il appelait sa femme. Il arrive à la maison. Il dit, mais pourquoi tu as acheté 3 tomates? Il dit, mais c'est toi qui avais écrit. Elle dit, non, j'avais écrit 3 ou 4. Je lui dis, ok, 3 ou 4, j'ai acheté 3. Il dit, mais pourquoi j'ai écrit 4? Mais pourquoi t'as écrit 3? Ça vous rappelle des choses? T'écris 3 ou 4. Alors écris ou 3 ou 4. Ou 3 et demi. Mais le mari, il faut quand même se mettre à sa place un tout petit peu. Le mari, il devient fou dans l'histoire. Parce qu'il a fait des efforts. Il fait des efforts, ça lui prend du temps. Et en plus, lui, il est habitué à ce que c'est la femme qui fasse les courses, c'est pas le mari, parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué chez lui. Et compagnie. Et maintenant, il vient, quoi qu'il fasse, elle a quelque chose à redire.
Alors là, dans ce genre de cas, le mari, au bout d'un moment, il se dit, bon, écoute, alors, ça ne sert plus à rien, je fais des efforts, c'est pas remarqué. Quand je vise mal ma chaussette, ça, elle remarque. Quand je vise bien, elle dit rien. Bon, c'est normal. Mais quand l'homme, il fait des efforts et qu'au lieu de complimenter, on trouve toujours la chose à redire, eh ben ça met souvent les maris dans une situation dans laquelle ils se disent, bon, j'en ai marre, ça ne sert à rien. Quand ils font des efforts, les maris, il faut être capable de le voir, de le dire, il faut être capable de complimenter. On apprendra aussi Bezrat Hashem dans nos cours. C'est quoi un compliment? Comment on fait un compliment? Ça rime à quoi un compliment? Un compliment, ce n'est pas juste de dire merci. Un compliment, il faut savoir c'est quoi un compliment. Quand on est capable de complimenter le mari, que le mari voit que sa femme elle est heureuse, parce que sachez une chose, le mari, tout mari au monde, même le vôtre, la chose la plus importante qu'il y a à ses yeux, ça c'est le Chazon Ish qui le dit, c'est que sa femme elle soit heureuse. Quand un mari sent que sa femme elle est malheureuse, lui il est malheureux. Il peut avoir tout l'argent du monde, il peut avoir tout ce qu'il veut, il est malheureux. Le mari, ce qu'il veut, c'est sentir que sa femme elle est heureuse. Alors c'est vrai que parfois la femme elle n'est pas heureuse, parfois la femme elle souffre, parfois elle a des difficultés comme tout le monde. Mais si sans arrêt il sent que quoi qu'il fasse, quels que soient ses efforts pour essayer de rendre sa femme heureuse, elle, dans tous les cas, elle ne sera jamais contente, rien ne la satisfera, ben, le mari démissionne. Et quand il démissionne, ben, au moins mes copains ils ne me font pas d'histoire. Au moins là-bas je suis tranquille. Mais c'est pas ça. Le mari, quand il s'est marié avec sa femme, c'est parce qu'il pensait qu'il aurait un endroit d'intimité dans lequel il recevrait de l'amour et de l'affection et beaucoup de choses. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui c'est un cours d'introduction dans lequel on a parlé de beaucoup d'idées. On n'a pas parlé, on ne s'est pas concentré sur des chapitres à part, ce qu'on fera à partir du prochain cours. On parlera de communication, Bezrat Hashem, et après on parlera de compliments et compagnie. Mais la grande idée et le travail, le devoir que je vous invite à faire, prenez une feuille, notez toutes les qualités de votre mari, vous verrez qu'il en a beaucoup. Vous ne pouvez pas vous arrêter à 4. Écrivez-en beaucoup, toutes les qualités qu'ils ont, écrivez. Apprenez à regarder ces qualités, remerciez Hachem pour les qualités que votre mari a. Et commencez à vous concentrer sur ces qualités. Essayez un petit peu de lâcher prise. Pas sans arrêt de tout vouloir contrôler, que mon mari fasse ça, qu'il soit là, qu'il soit à telle heure, qu'il soit ceci, pourquoi il n'a pas... Au bout d'un moment, les maris se sentent étouffés. Donc, il faut parfois lâcher un petit peu prise et leur laisser un petit peu leur indépendance. Et on verra bien sûr dans quelle mesure, parce que s'il revient toutes les nuits à 4 heures du matin, c'est sûr que ça ira pas. Mais il faut non plus ne pas trop être derrière, ce qui se sent sans arrêt observé à la loupe ou au microscope, parce que sinon c'est assez embêtant pour lui. Voilà, alors Bezrat Hashem, la prochaine fois, on commencera à parler de façon technique de tout ce qui est communication, comment faire quand il y a des différends, comment faire quand il y a des disputes, comment faire pour résoudre les conflits, et je vous donnerai Bezrat Hashem des recettes. Il y a des questions? Quand vous avez parlé de traits de caractère qui ne changent pas, comme c'est un petit coup, ma question c'est est-ce que la prière elle a une place? La prière elle a une place dans la mesure où c'est une prière en tant que prière. Je disais l'autre fois quand j'étais venu ici d'ailleurs, je disais à une personne, quelqu'un par exemple qui est handicapé, et sur un fauteuil roulant il est handicapé. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'un jour Hachem lui fasse un miracle? Donc depuis qu'il est né il est handicapé. Est-ce que c'est possible qu'un jour Hachem lui fasse un miracle et qu'il soit capable de marcher? C'est possible. Ouais. Et c'est déjà arrivé. Ça existe des miracles. Donc un miracle c'est possible. Donc est-ce qu'il a la place à la tefila? Est-ce que c'est une bêtise quand il prie Hachem, s'il te plaît, j'aimerais bien un jour pouvoir marcher comme tout un chacun? Ça fait l'espoir, ça donne de l'espoir. Voilà, il a le droit de prier. Alors la question c'est il prie et quoi? Est-ce qu'il prie et dans son cœur il se dit tant que j'arriverai pas à marcher, ma vie elle sera pourrie. Allez Hachem, fais en sorte que je puisse marcher pour que ma vie elle soit bien. Lui il vivra une vie pourrie. Il y a un moment à partir duquel on doit dire allez j'accepte. Ma situation c'est d'être handicapé et malgré tout d'avoir une vie heureuse. Et il y a plein de gens qui sont handicapés qui ont une vie heureuse. Ça veut dire il y a un moment qui s'appelle la Kabbalah, l'acceptation. J'accepte. Mon mari il est comme il est. Maintenant, bien sûr que je prie pour que mon mari devienne un peu plus. Bien sûr que je prie. L'autre, son mari, il n'arrive pas à étudier la Torah plus que 10 minutes sans se lever pour aller discuter. Elle prie pour que son mari soit Raphaël Kanievski. Elle peut prier, mais qu'elle comprenne. Non, mon mari, c'est pas Raphaël Kanievski. Au passage, moi non plus, je ne suis pas la fille du Rav Eliashiv. Donc un peu de modestie. Mon mari, ce ne sera pas Raphaël Kanievski. Mon mari, même si je prie beaucoup et que je suis la femme la plus intelligente du monde, peut-être que dans 2 ans, il sera capable d'étudier 4 heures sans s'arrêter. Et ça sera très bien. Mais, et c'est ce qu'il faut accepter. Accepte que ton mari, c'est pas Raphaël Kanievski. Ça aussi, je reçois beaucoup de questions de femmes qui me disent mon mari, je dis mais calme-toi, toi t'es la fille du Rav Eliashiv, toi. Toi, t'es capable, toi, d'avoir un mari qui sera le Raphaël Kanievski. Ce qui s'appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'acceptation. Accepte que toi, tu as ce qu'il te faut,
Toi, ce qu'il te faut pour avoir le droit au Olam Haba, c'est pas Raphaël Kanievski, c'est Makhlouf Ben Tata. Et avec Makhlouf Ben Tata, tu seras Bezrat Hashem avec une bonne part au Olam Haba, mais à condition que tu acceptes. Si toute ta vie tu dis, c'est seulement le jour où mon mari ce sera Raphaël Kanievski que je serai heureuse, ou que je serai je sais pas quoi, eh ben, elle sera malheureuse celle-là. Accepte que Hachem, c'est ce qu'il t'a donné. Ce que tu peux faire, tu fais. Et ça, c'est plus qu'une question de Shlomo, c'est une question de coaching en général et de Hashkafa en général. Ça, on a fait des cours très longs sur ça, maintenant, c'est pas le moment. Mais d'être capable de comprendre que ce qu'on ne peut pas changer, eh ben, on laisse entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Moi, la seule chose qu'Hachem attend de moi, ce n'est pas les résultats, c'est les efforts. Donc, ce que je peux faire, je fais. Tu peux prier? Prie. Tu peux parler? Parle. Ce qui dépend plus de toi, après le reste, comment il va réagir ton mari, comment il va faire, comment ça va se passer dans son cerveau, ça c'est plus entre tes mains. Mais ça tu remets entre les mains d'Hachem. C'est difficile des fois de dire c'est comme ça et de prier pour que ça change en fait. Pour tout en fait. C'est le matzah, j'accepte ce matzah, même pas pour un bail, mais de prier pour que ce matzah lui change. C'est très dur. Je sais que c'est dur, mais c'est une avoda qu'il faut qu'on fasse. C'est une avoda, en malasot. Quelqu'un est malade, on prie pour qu'il soit en bonne santé, mais on sait que peut-être que la volonté d'Hachem, c'est finalement qu'il meurt. Parce que son moment est arrivé, parce que Hachem il a ses calculs, parce que c'est maintenant le moment qui vient là-bas. Après, on ne sait pas c'est quoi les calculs d'Hachem. Mais nous, on prie, parce qu'on sait que Hachem, peut-être que la seule chose qu'il attend pour le mettre en bonne santé, c'est juste notre fille là, donc on prie. Vous voyez ce que je veux dire? Mezrat Hachem, en tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent avancer, qui peuvent se transformer. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand j'ai face à moi quelqu'un qui est tête à claque, par exemple, soit Hachem il l'a amené face à moi pour que je l'éduque, ou pour que je prie pour lui, pour qu'il se transforme, ça veut dire aussi un petit peu que je l'éduque, soit Hachem il l'a mis face à moi pour que moi je me remette en question, pour que moi je comprenne qu'est-ce que j'ai à avancer. Et ce que Chachamim il nous demande, dans tous les textes de Chazal, c'est de dire, si quelqu'un est venu face à toi, c'est pour que toi, tu vois. Pourquoi tu es tellement énervé quand il te dit cette chose-là? Pourquoi quand il fait une gaffe, ça te met tellement hors de toi? Et souvent, quand on réfléchit vraiment à ça dans la vie de tous les jours, on peut se comporter bien. Il y a un rav qui disait que sur le front de chaque juif, il y a écrit Yudke Vavke. La seule question, c'est est-ce qu'on est capable de le voir. Ça veut dire que quand vous me posez une question, eh ben moi je dois voir ici qu'en quelque sorte, c'est Hachem qui vous a envoyé pour me poser la question. Quand vous m'insultez, je dois voir, c'est Hachem qui a décidé que telle personne doit m'insulter. Quand mon mari, il refuse alors que je lui ai demandé quelque chose qui me tient à cœur, je dois comprendre, c'est Hachem qui a décidé maintenant qu'il refuse. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour que demain il accepte, ça veut pas dire que je ne peux pas parler à mon mari pour que demain il accepte, mais comprends. Ce n'est pas juste qu'il a refusé. Ça c'est sûr que ça demande de la émouna. C'est l'air? Vous êtes madame comment? Madame Twito, madame Kissou, c'est loin. Allez, parti. Et vous, vous me dites quelque chose? Moi, jeune fille, c'est partout. Ah, je vous ai connu jeune fille? Non, ah. Mes sœurs. Ah, d'accord, alors je. Sentez-vous bien.